reprendre nos travaux avec une après-midi plus explicitement consacrée au moment de la Seconde Guerre mondiale, suivant toujours la partition qui a été proposée, en tout cas le découpage de la philosophie du XXe siècle en France en différents moments qu'a proposé Frédéric Worms. Et pour commencer nos travaux, je vais passer la parole d'ici un moment à Philippe Cabestan. Philippe Cabestan est professeur en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly. Lavoisier, c'est pas grave. C'est Lavoisier ? Lavoisier, oui. Classe préparatoire. Alors, il est professeur au lycée Janson de Sailly et au lycée Lavoisier. Et c'est un spécialiste reconnu de la pensée de Sartre, essentiellement, et aussi de ce qu'on appelle la Daseinsanalyse. Donc, Philippe, je te passe la parole pour un exposé intitulé « Cogito et phénoménologie, Husserl, Sartre et Lévinas ». Merci. Et puis, pour commencer, je voudrais remercier ceux qui ont organisé ce colloque, Frédéric Worms et Jean-Michel Salansky. Merci de m'avoir fait signe. Et effectivement, mon sujet, c'est Cogito et phénoménologie, Husserl, Sartre et Lévinas. Alors, pour aborder cette question, je voudrais partir de la place éminente que Husserl, aussi bien que Heidegger, accorde à Descartes dans l'histoire de la philosophie. Alors, il va de soi, bien évidemment, qu'il ne s'agit pas de la même place. Et que, sur cette question, donc du rapport à Descartes, le désaccord entre Husserl et Heidegger, entre le maître et le disciple, si je puis dire, se manifeste très tôt. On peut du reste remarquer que si l'auteur de Sein und Zeit se confronte, dès ses premiers textes, à la philosophie cartésienne, cette confrontation est l'occasion pour lui, pour Heidegger donc, d'interroger et de mettre en question l'œuvre du fondateur de la phénoménologie, c'est-à-dire de Husserl. On peut même penser, ici je m'appuie sur ce qu'écrit Jean-Luc Marion dans Réduction et Donation, on peut même penser que la critique heideggerienne de Descartes s'adresse aussi bien et d'abord à Husserl. Un Husserl qui serait donc, alors là du point de vue de Heidegger, d'autant moins phénoménologue qu'il reste plus cartésien. Et donc, à travers ces figures tutélaires de Husserl et de Heidegger, j'aurais envie de dire que la phénoménologie, d'emblée, en tout cas très tôt, se trouve comme tiraillée entre deux partis pris nettement opposés, et qui concernent ce rapport à Descartes. D'un côté, nous avons Husserl, dans ses Pariser Vorträge, prononcés en février 29, dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne, qui salue, dans la figure de Descartes, je le cite, le plus grand penseur français. Il dit même le seul parmi les philosophes du passé qui ait une influence aussi décisive sur le sens de la phénoménologie. Et de l'autre, nous avons Heidegger, c'est un passage bien connu de Sein und Zeit, Heidegger qui invite dans Sein und Zeit la phénoménologie à, je le cite à nouveau, extraire les sous-entendus ontologiques qui sont à la base du cogito sum. Et qui plus largement invite la phénoménologie, je dirais, c'est un peu caricatural, c'est un peu grossier, mais on peut le dire, à se déprendre de son héritage cartésien. Et à partir de ce conflit, pour ainsi dire originel, j'aurais envie de dessiner deux grands courants majeurs au sein de l'histoire de la phénoménologie. Comme si, au fond, deux courants majeurs dominaient cette histoire. D'un côté, c'est bien sûr très grossier, très discutable, mais quand même, ça semble pouvoir mettre un peu d'ordre dans cette histoire. Je dirais que d'un côté, nous avons des phénoménologues comme Eugen Fink, comme Sartre, bien sûr, comme Ricoeur, mais aussi comme Michel Henry, phénoménologues pour lesquels la phénoménologie semble vouloir avant tout rester fidèle à son enracinement cartésien. Et de ce point de vue, le cogito, pour tous ces phénoménologues, demeure ce qu'on pourrait appeler le geste inaugural, geste irremplaçable de l'entreprise philosophique. Geste, que je me permets de préciser, geste que chacun, à commencer par Husserl, entend réitérer mais aussi radicaliser. D'un autre côté, du côté plutôt de Heidegger bien sûr, donc dans une perspective qui est fortement marquée par la pensée de Heidegger et notamment par celle qui se déploie après ce qu'on appelle le tournant des années 30, la KRE.
Donc d'un autre côté, la phénoménologie, je dirais, s'efforce au contraire, me semble-t-il, de rompre avec cette philosophie subjective qui est accusée de penser l'apparaître à partir d'un cogito et d'un ego posé comme sujet, subjectum, de représentation. De ce côté, on mettrait peut-être des hommes comme des phénoménologues comme Jan Patočka, dont la phénoménologie se veut asubjective. Je pense aussi à Maurice Merleau-Ponty, mais bien sûr, ici, c'est le Merleau-Ponty, non pas de la phénoménologie de la perception, mais le Merleau-Ponty du visible et de l'invisible. On peut aussi penser à Hans Gadamer et à son projet d'herméneutique philosophique. Alors, si je prends pour point de départ cette sorte de mise en intrigue de l'histoire de la phénoménologie, je me poserai cette simple question. De quel côté devons-nous situer Emmanuel Levinas ? Emmanuel Levinas, qui est, je le rappelle, comme chacun sait, traducteur en 1931 avec Gabriel Pfeiffer des méditations cartésiennes. Et la question serait celle-ci, dans quelle mesure, très simplement, Levinas demeure-t-il fidèle? Dans quelle mesure demeure-t-il, ou au contraire, dans quelle mesure est-il infidèle? Certains voudront dire fidèle à être infidèle, pour employer un vocabulaire plus derridien. Donc dans quelle mesure Levinas est-il fidèle ou infidèle au cogito husserlien? Et avant d'interroger l'œuvre de Levinas, je voudrais rappeler dans un premier temps certains traits distinctifs du cogito husserlien, et en particulier sa critique du cogito cartésien. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais examiner, bien sûr très brièvement, puisque tout ça doit tenir dans les temps voulus, je voudrais examiner la manière dont Sartre radicalise le cogito husserlien, notamment en m'appuyant sur les textes phénoménologiques de Sartre, c'est-à-dire la transcendance de l'ego et l'être et le néant. Et enfin, en troisième temps, je voudrais essayer de situer Levinas par rapport à ce courant de la phénoménologie que j'aurais envie de caractériser comme un courant néo-cartésien de la phénoménologie, en m'appuyant bien sûr sur cette définition husserlienne de la phénoménologie comme néo-cartésianisme que vous rencontrez au tout début, dans le premier paragraphe des méditations cartésiennes. Donc, voyons premièrement, tout d'abord, le cogito du point de vue de Husserl. On a rappelé donc en introduction l'importance de Descartes pour Husserl. Et de fait, on l'a dit, on vient de le dire, la phénoménologie husserlienne, en tout cas, se veut un néo-cartésianisme. Et les méditations cartésiennes reprennent explicitement le chemin emprunté par Descartes, dans le discours de la méthode comme dans les principes de la philosophie, et chemin qui offre à l'ego méditant sa première certitude, le « je pense donc je suis ». Et de manière analogue, guidé par le même idéal d'une science fondée de manière radicalement authentique, que citent les méditations cartésiennes, et donc de manière analogue, Husserl recherche lui aussi une évidence apodictique et absolument première, et procède à l'époquée phénoménologique, ou mise entre parenthèses du monde objectif, qui dès lors, à la suite de cette opération fondamentale, ne possède plus qu'une, je reprends cette expression, une simple prétention à l'être. Et donc, la phénoménologie husserlienne opère à sa manière ce qu'on peut appeler, ce qu'on traduit par le retour à l'ego cogito. En allemand, c'est die Wendung zum ego cogito. C'est pas tout à fait le retour, c'est plutôt la volte, le fait de se tourner, c'est pas tout à fait un retour. Et donc, la phénoménologie husserlienne opère donc ce retour entre guillemets, retour qui est un retour entre guillemets à l'expérience transcendantale du soi, au moyen de laquelle l'ego cogito se donne dans une évidence apodictique. Alors, ici, je ne vais pas, bien sûr, évoquer de manière détaillée tout ce qui sépare le cogito husserlien du cogito cartésien. Mais je voudrais fixer un point qui, bien sûr, sera important pour la suite de cette histoire, si je puis dire. Je voudrais reprendre ou rappeler la critique fondamentale du cogito cartésien à laquelle, d'une certaine manière, Husserl se livre dès 1900, donc dès la première édition des recherches logiques, et donc bien avant la découverte de la phénoménologie transcendantale. Je laisse de côté la question de la datation de cette découverte, 1905-1907. Je vous renvoie au livre important ici de Jean-François Lavigne, qui a été publié l'année dernière. Et ce qui est intéressant dans cette critique, qui est donc contemporaine, enfin que vous trouvez dans les recherches logiques, c'est que cette critique est reprise par Husserl tout au long de son œuvre, y compris dans le texte ultime de la Crisis,
qui fait état de la même critique. L'argument est le suivant. Pour Husserl, Descartes est le père d'un contresens fondamental, qu'il dénomme donc le réalisme transcendantal. Et ce contresens, pour le résumer très brièvement, très simplement, revient rien moins qu'à confondre ce qui relève purement du champ transcendantal de l'expérience et ce qui appartient au monde réel, pour que ça soit bien clair, c'est-à-dire au monde de l'attitude naturelle. Et il s'ensuit que, pour Husserl, l'ego cartésien, comme il l'écrit, et c'est la conséquence de cette confusion, donc de ce contresens, et c'est la conséquence du réalisme transcendantal, conséquence de cette confusion, c'est la définition de l'ego cartésien comme substantia cogitans, comme mens sive animus, et la conséquence, c'est de poser l'ego cogito comme point de départ, écrit-il, de déduction selon le principe de causalité. En d'autres termes, parce que l'époque cartésienne ne s'applique pas à l'ego cogito lui-même, en tant que parcelle du monde ou objectivité mondaine, parce que Descartes ne met pas, entre parenthèses, l'être du sujet lui-même en tant qu'ego psychique, cette époque cartésienne ne peut pas donc dégager dans toute sa pureté l'ego cogito transcendantal. Ça, c'est l'argument massif que Husserl ne cesse d'opposer, que vous trouvez dans la psychologie philologique, que vous trouvez dans les conférences d'Amsterdam, etc. Et donc Descartes, pour Husserl, échoue, malgré toute son importance, il échoue à distinguer l'ego transcendantal, la subjectivité transcendantale en tant que champ phénoménologique, et l'ego cogito psychologique, le psychisme, la psyché. Ou encore l'âme, la substance pensante. Et l'âme et la substance pensante en tant que réalité incarnée, inscrite dans le monde, et qui, elle, est soumise à ces enchaînements causaux. Ici, pour Husserl, il va de soi que l'ego transcendantal n'est pas soumis à ce qu'il appelle, traduction qui est retenue habituellement, les enchaînements causaux du monde. Et donc il en résulte pour Husserl que Descartes demeure au seuil de l'authentique philosophie transcendantale que lui seul donc instaure. Alors, pour certains d'entre vous, c'est des points qui sont très bien connus. Je signale juste que cette distinction du psychique et du transcendantal, de l'ego cogito psychique et de l'ego cogito transcendantal, c'est sur cette distinction que s'achève précisément l'ouvrage de Lévinas, publié donc chez Alcan en 1930, et intitulé « La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl ». Et cette distinction retient d'autant plus l'attention de Lévinas qu'elle possède, alors on en discutait ce matin pour savoir si là il y avait une trahison ou pas, je ne reprends pas le débat, mais en tout cas il est certain que cette distinction pour Lévinas possède une portée décisive parce qu'une portée ontologique. Je cite Lévinas à ce propos, « La psychologie ne pourra jamais comprendre l'existence spécifique de la conscience, puisqu'elle la place dans la nature. La psychologie, poursuit-il, ne pourra jamais entendre qu'être un moi dans le monde. Ce n'est pas être dans le monde de la même manière qu'une chose. » Il poursuit, le in esse y a un caractère tout différent. Aussi, conclut-il, le grand mérite de la théorie de la réduction phénoménologique donc, de Husserl est d'avoir montré, ne fût-ce que négativement, que l'existence de la conscience et son rapport au monde doivent être conçus sur un type totalement différent de l'existence d'une partie dans son tout. Et donc, si je résume cette déclaration, je dirais que pour Lévinas, qui est ici incontestablement influencé par sa lecture de Sein und Zeit, et qui lit Husserl quand même avec, dans sa poche, ou dans sa tête du moins, ou dans sa poche seulement, Sein und Zeit, il va de soi donc pour Lévinas que la réduction phénoménologique possède une signification ontologique, et qu'elle permet d'établir la fameuse différence ontologique, qui n'est peut-être pas tout à fait celle de Heidegger, mais qui est quand même un élément de cette différence, qui permet donc d'établir la différence ontologique entre la conscience transcendantale, dont le in esse, c'est-à-dire l'être dans, mieux l'être au monde, pour utiliser le langage de Heidegger, donc dont le in esse, l'être dans, diffère radicalement de l'être dans d'une chose qui est dans le monde. Voilà, je vais envie de dire, pour ce qui concerne ce que je veux dire concernant
Husserl et la présentation du cogito husserlien. Maintenant, je voudrais aborder, deuxième étape de mon propos, je voudrais aborder la reprise par Sartre de cette question du cogito. Alors, ce serait bien sûr, un projet très intéressant, me semble-t-il, d'interroger systématiquement la phénoménologie post-husserlienne dans son rapport à ce cogito. Et au fond, ce serait une manière d'écrire l'histoire de la phénoménologie à partir justement de cette question du cogito. Ici, je me contenterai d'évoquer brièvement la figure de Sartre, mais il faudrait ici envisager d'autres figures. Sartre, qui, je le rappelle, a découvert donc la phénoménologie grâce à la théorie de l'intuition de Lévinas. C'est un point d'histoire de la phénoménologie qui est bien connu. Et ce qui me semble intéressant, c'est que Sartre, lui, radicalise à son tour, après la radicalisation du doute cartésien par Husserl, il radicalise à son tour la critique husserlienne du cogito. Radicalisation qui va se retourner, dans une certaine mesure, contre Husserl. Si je prends comme texte de référence, tout d'abord, l'essai de 1936, La transcendance de l'ego. Il est intéressant de constater que, tout d'abord, l'ambition sartrienne est vraiment très analogue à celle de Husserl. Pour Husserl comme pour Sartre, donc pour l'un comme pour l'autre, il s'agit bien de libérer, de purifier le champ transcendantal. Vous trouvez cette expression, bien sûr, dans La transcendance de l'ego. Et Sartre, donc, distingue à son tour, d'un côté, la subjectivité transcendantale telle que la réflexion pure, c'est son vocabulaire ici, telle que la réflexion pure la dévoile dans une absolue certitude, la réflexion pure étant la version sartrienne de l'époquée, je simplifie, mais c'est la version sartrienne de l'époquée phénoménologique. Et donc il distingue à son tour entre la subjectivité transcendantale et, de l'autre côté, l'ego cogito, l'âme ou psyché. Ego cogito, âme, psyché sont pour Sartre, bien sûr, des réalités mondaines. Elles sont constituées dans l'attitude naturelle par ce qu'il appelle, lui, la réflexion impure, c'est-à-dire la réflexion dans l'attitude naturelle. Donc, indépendamment de tout régime réductif, indépendamment de toute époque. Cette réflexion impure, grosso modo, c'est l'introspection. N'allons pas chercher plus loin. Mais, comme le souligne le titre même de l'essai de 36, Sartre s'oppose à Husserl sur un point qui est décisif à ses yeux, puisque dans les idées N1, Husserl, revenant sur les positions qu'il avait développées, les thèses qu'il avait développées dans la première édition des Recherches logiques, dans les idées N1, Husserl réinscrit l'ego au cœur de la subjectivité transcendantale et confère ce statut très énigmatique, très difficile, à l'ego transcendantal d'être, comme il dit, une transcendance originale, non constituée, une transcendance au sein de l'immanence. Et pour Sartre, ceci est bien connu, en revanche, Sartre, lui, se veut fidèle aux recherches logiques, et il affirme, non pas la transcendance de l'immanence, mais la transcendance de l'ego. Et par suite, il affirme donc l'impersonnalité, on pourrait dire l'anonymat, pour préparer les formules de Lévinas, l'impersonnalité, ou le caractère prépersonnel de la subjectivité transcendantale. L'ego n'est pas un habitant de la conscience, c'est la première phrase de la transcendance de l'ego. Il faut donc rejeter hors de la conscience cet ego qui, à l'instar du psychisme, est un objet constitué par la réflexion impure et par là même un objet donc transcendant. Alors, on pourrait s'interroger sur, plus précisément, les raisons de ce désaccord entre Sartre et Husserl. Donc, raison de ce désaccord quant au statut de l'ego transcendantal. Pour Sartre, la raison de ce désaccord ou de ce différend est assez simple et même très claire. Pour Sartre, si Husserl pense le cogito transcendantal comme un ego cogito, c'est parce que Husserl, comme tant d'autres, s'est attaché à décrire le cogito d'un point de vue réflexif. Or, c'est la thèse massive de la transcendance de l'ego, c'est précisément l'acte réflexif qui engendre le moi dans la conscience réfléchie. Et pour Sartre, il suffit d'analyser la moindre conscience pré-réflexive, ou ce qu'il appelle encore la moindre conscience irréfléchie, pour se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de jeu sur le plan irréfléchi. Et donc, il en résulte que pour Sartre, le cogito véritablement premier, qui n'est plus véritablement un cogito, puisqu'il faudrait dire un je pense qui n'est plus tout à fait un je pense,
Le cogito, mais je garde quand même l'expression de cogito, puisqu'elle nous servira de fil conducteur. Le cogito qui est véritablement premier est un cogito pré-réflexif, par rapport auquel, donc, le cogito réflexif, le je pense véritable, possède un statut dérivé. Et donc, on pourrait, c'est ce que laisse entendre Sartre, même s'il ne le dit pas explicitement, mais on peut le dire, en réintroduisant l'ego au sein de la subjectivité transcendantale, Husserl commet une erreur qu'il a lui-même dénoncée. C'est l'erreur de Descartes, et même on peut dire qu'il commet une triple erreur aux yeux de Sartre. Tout d'abord, première erreur, Husserl confond le cogito tel qu'il se donne à la réflexion et le cogito pré-réflexif. Du même coup, deuxième erreur, Husserl confond ce qui relève exclusivement du champ transcendantal, de l'expérience, et ce qui, en tant qu'objectivité transcendante, en tant qu'objectivité constituée par la réflexion impure, appartient au monde réel. Et du même coup, Husserl tombe à son tour dans ce réalisme transcendantal qu'il reprochait à Descartes. Enfin, troisième, si je puis dire troisième erreur, en tout cas, de Husserl aux yeux de Sartre, cette double confusion conduit Husserl à conférer à la subjectivité transcendantale le mode d'être du psychique en tant qu'objet réel. Et là, ici, il y a certainement un point de désaccord dans la lecture de Husserl, d'un côté par Lévinas et d'un autre côté par Sartre. Parce que nous comprenons pour Sartre pourquoi Husserl, et ici, alors Husserl, contrairement à ce que nous dit Lévinas dans la théorie de l'intuition, ne parvient pas plus que Descartes à saisir la subjectivité conformément au mode d'être qui est le sien. Et on comprend très bien, pour Descartes, pardon, on comprend très bien pour Sartre, que Husserl continue dans les idéennes à assimiler l'ego cogito à une chose pensante. C'est la fameuse définition de cogito et la reprise de la définition de la substance, de la définition cartésienne de la substance, la reprise par Husserl de cette définition cartésienne de la substance. Et à l'opposé, bien sûr, pour Sartre, la réflexion pure révèle la pure spontanéité de la subjectivité transcendantale, c'est-à-dire le mode d'être tout à fait spécifique de cette subjectivité transcendantale, que la transcendance de l'ego définit comme un absolu, donc là on entend Husserl bien sûr, mais un absolu non substantiel. Et là on n'entend plus Husserl. Et un absolu non substantiel qui, en tant que tel, est irréductible à une chose. Ici se trouvent posés les éléments d'une différence ontologique que Sartre pense ne pas trouver chez Husserl, alors que Lévinas, lui, on l'a vu ce matin, d'une certaine manière, l'a trouvé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces travaux, donc cette réunion sur le cogito, se poursuit en 1943 dans L'être et le néant. Parce que L'être et le néant, donc en 1943, poursuit très exactement, sur le plan ontologique, sur le plan de l'ontophénoménologie, très exactement, ce projet de purification de la subjectivité husserlienne, et, ce n'est pas un hasard, si L'être et le néant prend son point de départ dans le cogito pré-réflexif, et plus précisément, c'est le tout début du deuxième livre de L'être et le néant, plus précisément dans l'analyse de la pure présence à soi, en tant que structure initiale d'un cogito pré-réflexif et impersonnel. Et à cette occasion, il n'est pas inintéressant de noter que Sartre s'oppose à Heidegger, et donc il s'inscrit bien dans une tradition néo-cartésienne et husserlienne. Sartre s'oppose à Heidegger, auquel il reproche d'aborder directement l'analytique existentielle. Alors il dit existentielle, peu importe, hein, c'est l'analytique existentielle, bien sûr. Auquel il reproche donc d'aborder directement l'analytique existentielle sans passer par le cogito. Et du même coup, Sartre reproche à Heidegger de manquer irrémédiablement, parce que pour Sartre, on ne peut pas faire l'économie du cogito. Heidegger manque irrémédiablement une dimension fondamentale du Dasein, de la réalité humaine, peu importe ici la traduction, ou de l'existence, cette dimension de présence à soi, ou de conscience non éthique de soi, pour employer le vocabulaire un peu technique de Sartre. Mais le terme le plus simple, c'est peut-être la présence à soi. Sartre nous dit ceci, si le Dasein est dans son être compréhension de soi, Sartre pose alors la question, que serait en effet une compréhension qui ne serait pas conscience d'être, alors le D apostrophe, vous savez, doit être mis entre guillemets, hein, parce qu'il s'agit d'une conscience non positionnelle, que serait donc, je répète la question, une compréhension qui ne serait pas conscience d'être compréhension.
Et Sartre répond, une chose, un en soi chosiste et aveugle, c'est-à-dire le contraire même d'une existence. On voit bien ici, pour Sartre, comment la différence ontologique est suspendue au cogito et à l'analyse de la présence à soi, de telle sorte que d'une certaine manière, l'analytique existentielle manque, d'une certaine manière, elle manque la différence ontologique, puisque justement, elle fait l'impasse sur ce moment initial, sur ce qui doit être le point de départ de toute réflexion ontophénoménologique, le cogito. Et donc, afin d'échapper à l'ontologie de la subsistance, il faut impérativement, c'est du moins la thèse de Sartre, il faut impérativement partir du cogito. Et c'est par l'analyse de la présence à soi que l'être et le néant découvrent donc le mode d'être spécifique de la conscience en tant que dégradation de la pure coïncidence à soi, ou encore décompression d'être, ou encore néantisation. Et dans ce cas de figure, la conscience se révèle alors comme, je reprends la formule consacrée, comme cet être qui n'est pas ce qu'il est et qui est ce qu'il n'est pas, et dont l'existence est en soi un fait rigoureusement contingent. Il apparaît ainsi que Sartre, tout en faisant sienne donc la critique heideggerienne des sous-entendus ontologiques du cogito cartésien, il a bien noté la nécessité de faire cette critique en lisant The Insight, donc il fait sienne cette critique, mais il demeure fondamentalement fidèle à l'exigence husserlienne de fondation de l'entreprise philosophique, phénoménologique, je ne distingue pas les deux, donc l'exigence husserlienne de fondation de l'entreprise phénoménologique dans l'évidence du cogito. Et ici, je voudrais attirer l'attention sur un texte qu'on ne connaît pas beaucoup, mais auquel on a accès depuis peu de temps. C'est le texte d'une conférence prononcée en 1947 par Sartre devant la Société française de philosophie, et qui a été récemment publié par les soins de Vincent de Corbiter chez Vrin. C'est une conférence qui s'intitule « Conscience et connaissance de soi ». Et dans cette conférence, l'attachement de Sartre au cogito est, je dirais, beaucoup plus explicite, même si il est explicite dans l'être et le néant, ça ne se discute pas. Mais là, certaines déclarations sont assez intéressantes dans ce texte, dans cette conférence. Sartre écrit qu'il ambitionne de rendre au « je pense » cartésien sa richesse concrète et son apodicticité. C'est le projet de l'être et le néant, tel qu'il l'expose en 1947. Et donc c'est dans le cadre méthodologique du cogito pré-réflexif que l'être et le néant s'attachent à décrire les différentes structures de la conscience, à commencer par les structures immédiates du pour-soi, que sont la présence à soi, la facticité du pour-soi, sa contingence bien sûr, le manque, le circuit de l'ipséité, en tant que rapport à soi et au monde. Et c'est de même, toujours à partir du seul cogito, et du manque ou néant qui habite ce cogito, que peuvent être fixées, pour Sartre, les structures de la temporalité, comme celles de la réflexion. Et enfin, c'est de même à partir du cogito, mieux à partir de l'épreuve de la honte ou de la fierté, en tant que vécu immanent, qu'il est possible de décrire notre premier rapport à autrui sous la forme d'un moi qui vient hanter la conscience irréfléchie et qui trouve son fondement hors du sujet, c'est-à-dire dans le regard d'autrui. Ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est il faut, dans la lecture de l'être et le néant, il faut bien comprendre que tout l'être et le néant n'est jamais que, comme je reprends la formule de Sartre, n'est jamais qu'un approfondissement, une découverte de la richesse du cogito, de telle sorte qu'on découvre sa richesse et son apodicticité. J'en viens maintenant au troisième moment de cet exposé, et peut-être le plus important, dans le cadre qui est le nôtre, c'est la question de Lévinas et donc de la place du cogito chez Lévinas. Je me poserai d'abord ces simples questions. Est-ce qu'on peut considérer Lévinas, la pensée de Lévinas, comme une pensée du cogito? En quel sens, et là je m'appuie, comme point de départ, je prends appui sur un article de Jocelyn Benoît sur le cogito cartésien et sur Lévinas, en quel sens on peut parler, donc comme l'écrit Jocelyn Benoît, d'une réappropriation du cogito? Même je poserai la question encore plus simplement et plus radicalement, peut-on même parler, y a-t-il même un cogito lévinasien? Et il me semble que ce n'est pas du tout sûr. En tout cas, me semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste de Lévinas, mais il me semble qu'on ne trouve jamais chez Lévinas, sous la plume de Lévinas, une déclaration comparable à celle de Sartre. Et il me semble que Lévinas, lui, n'a jamais prétendu rendre au « je pense » cartésien sa richesse concrète et son apodicticité.
Il me semble qu'on ne pourrait pas trouver ça chez Lévinas. Et pourtant, Lévinas, on le sait, n'a garde d'oublier ce qu'il appelle le fait mémorable. Je cite ici Totalité infinie. Lévinas n'a garde d'oublier le fait mémorable que dans sa troisième méditation, Descartes rencontrait, je cite Lévinas, une pensée, une noèse qui n'était pas à la mesure de son noème, de son cogitatum. Ajoutons à cela que Lévinas n'a jamais, bien sûr, dissimulé sa dette vis-à-vis de Husserl et qu'il affirme dans Totalité infinie que son livre se veut et se sent d'inspiration phénoménologique. Et de manière analogue, à la fin de Autrement qu'être, Lévinas revendique l'esprit de la philosophie husserlienne. Et ici, je suppose que vous l'avez déjà entendu, j'aimerais insister sur la parenté très forte, me semble-t-il, entre la pensée de Lévinas et Husserl. Posons-nous quand même cette question, est-ce que ces déclarations nous permettent d'inscrire la pensée de Lévinas dans la postérité du cogito, qu'on pourrait dire cogito cartésiano-husserlien. On pourrait même dire cartésiano-husserliano-sartrien, si vous voulez faire des grands mots. Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas reconnaître que Lévinas rompt aussi bien avec Descartes qu'avec Husserl, et que sa philosophie du même coup, parce que c'est ça l'enjeu plus profond que je voudrais retenir, est-ce que du même coup, Lévinas ne rompt pas aussi bien avec Descartes et Lévinas, et du même coup avec la phénoménologie. Et ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr, du même coup, en analysant le rapport de Lévinas au cogito, d'interroger le rapport de Lévinas à la phénoménologie. Alors, pour répondre à cette question, j'ai choisi de prendre pour fil conducteur, non pas le texte auquel on s'attend, me semble-t-il, à être... On s'attend à ce que je mobilise, le texte on s'attend à ce que je mobilise, c'est de l'existence à l'existant. Mais je voudrais mobiliser un autre texte, beaucoup plus bref, beaucoup plus tardif, que Lévinas a publié à plusieurs reprises, et il me semble que c'est important de noter que c'est un texte qui est plusieurs fois publié, parce que ça montre aussi l'importance de ce texte. C'est un texte qui a été publié à plusieurs reprises au cours des années 80, et intitulé « La conscience non intentionnelle ». Vous trouvez, alors, entre autres, vous le trouvez dans différents... Vous le trouvez dans le cahier de Lerne, vous le trouvez... je ne détaille pas les multiples publications, ce serait un peu long. Ce qui m'intéresse déjà dans ce texte, c'est son titre, « La conscience non intentionnelle ». Parce que ce titre, je dirais, c'est à lui seul tout un programme. Je dirais que ce titre témoigne de l'apparente ambiguïté de Lévinas, c'est-à-dire à la fois de sa volonté de rupture avec la phénoménologie intentionnelle, et en même temps de l'ancrage de sa pensée dans cette même phénoménologie intentionnelle. Dans ce texte, c'est pourquoi je l'ai retenu, Lévinas se livre à une critique du cogito en général, et en particulier de l'ego cogito, c'est-à-dire de l'unité du moi, je le cite, où tout savoir se suffit. Pour Lévinas, en effet, le cogito est lié à une pensée qui porte sur le pensable, sur l'être, une pensée dont l'unité égoïque fonde l'unité des connaissances sous la forme d'un savoir, ce terme a bien sûr une connotation bien précise chez Lévinas, sous la forme d'un savoir systématique. Savoir qui est synonyme de mainmise, de possession et de jouissance. Le cogito s'inscrit donc dans une pensée qui a, alors j'utilise l'expression, qui a raison de toute altérité. Qui a raison de toute altérité, ici signifie que cette pensée triomphe de l'altérité et du même coup l'ignore. Et pour Lévinas, il est très net dans ce texte que le cogito donne une pensée qui n'est qu'en apparence hors d'elle-même. En réalité, je reprends l'expression de Lévinas, cette pensée du cogito demeure merveilleusement en elle-même. Et l'extériorité s'y résout en représentation. Bref, le « je pense » en tant que forme ultime de l'esprit comme savoir pourrait bien signifier, ou plutôt, il faudrait ici supprimer le conditionnel, même si Lévinas le met, signifie pour Lévinas une pensée incapable de Dieu, une pensée essentiellement athée. Et ici, je cite la fin du texte. Cependant, et c'est le point qui m'intéresse le plus, il semble que l'on trouve chez Lévinas ce qu'on pourrait être tenté d'appeler, même si la formulation lui est étrangère, je risque celle-ci, un contre-cogito. Un contre-cogito qui est également
un cogito pré-réflexif, et qui correspond à ce que Sartre décrit sous la dénomination de conscience notétique de soi ou présence à soi. Dans la conscience non intentionnelle, donc dans ce texte, comme le titre l'annonce, sans détour, très explicitement, Lévinas s'attache à mettre en évidence, à partir de la structure intentionnelle de la conscience, une conscience donc non intentionnelle. Pour Lévinas, et là on croit lire du Sartre, c'est ça qui est très étonnant, pour Lévinas, toute conscience dirigée sur le monde est, je le cite, aussi indirectement et comme de surcroît, conscience d'elle-même. Cette conscience non intentionnelle, qu'on retrouve déjà d'ailleurs dans les recherches logiques de Husserl, cette conscience non intentionnelle ne doit pas être confondue avec la conscience de soi dans la réflexion, nous dit Lévinas, c'est-à-dire avec la conscience comme savoir de soi. Car, à la différence de la conscience réflexive, et à la différence de toute conscience qui se présente un objet à partir d'un acte intentionnel, ou à partir d'intentionnalité, la conscience non intentionnelle est, pour Lévinas, sans visée, sans acte intentionnel, et elle perd son sens véritable dès que la réflexion prétend s'en emparer en l'objectivant. En outre, cette conscience, pour Lévinas, alors Sartre ne reprendrait pas ce terme, mais l'idée est commune tout de même, cette conscience est passivité pure, et ce en un triple sens. Elle est passivité pure, cette conscience non intentionnelle, au sens où elle n'est pas acte, nous l'avons vu, et elle précède tout acte intentionnel. Elle est d'autre part passivité pure, au sens où elle est sans avoir choisi d'être. Là, je n'ai pas besoin de souligner la parenté. Et enfin, cette conscience non intentionnelle est passivité pure, au sens où elle est jetée, il faut bien sûr entendre Geworfen, la Geworfenheit, elle est jetée dans un monde donné. Par suite, si dans le cogito cartésien, le sujet se pose au nominatif, le non intentionnel est à l'accusatif. Je voudrais approfondir ce point en remarquant ceci. C'est que, pour Lévinas, contrairement à la conscience intentionnelle qui persévère dans son être, qui est bonne conscience, et qui dispose, pourrait-on dire, formule de Pascal, de sa place au soleil. La conscience non intentionnelle est mauvaise conscience. Et ici, ce point est intéressant, surtout si on pense à toute la thématique de la contingence et de l'injustifiabilité de la facticité chez Sartre. Cette conscience non intentionnelle est donc mauvaise conscience, non pas au sens où elle aurait commis une faute, mais plutôt au sens de la culpabilité originaire du Dasein dans un Insight, c'est-à-dire une conscience qui est mauvaise conscience indépendamment de toute faute. Cette mauvaise conscience est mauvaise au sens où cette mauvaise conscience exprime le caractère non justifié, apatride, sans domicile, de la conscience qui est donc comme un étranger sur Terre, un étranger sur la Terre. Et enfin, cette conscience, bien sûr, est anonyme ou, pour reprendre l'adjectif de Sartre dans la transcendance de l'ego, impersonnelle. C'est-à-dire dépourvue de ce que Lévinas appelle le masque protecteur du personnage. Elle est antérieure au moi qui se pose et s'affirme ou s'affermit dans le monde. Et c'est du reste en référence à cette mauvaise conscience anonyme, sans situation et sans titre, que le moi peut se reconnaître, selon le mot de Pascal que Lévinas affectionne, haïssable, et qu'il reprend dans ce texte donc, au sujet de la conscience non intentionnelle. Et donc nous retrouvons ici, sous la plume de Lévinas, aussi bien la thématique de la contingence que la thématique de la facticité du pour soi. C'est un point que je n'ai pas tellement développé, mais qui serait facile de souligner. Thématiques qui sont communes donc à Sartre et à Lévinas, puisque pour Sartre, la conscience n'a pas plus choisi d'être que de ne pas être, et son existence est injustifiable, de telle sorte que, pour Sartre, nul ne peut prétendre avoir le droit, si je puis le dire vulgairement, nul n'a le droit de vivre, nul n'a le droit d'exister. C'est le fond même de la thématique de la contingence. Je rappelle que, précisément, ce que Sartre appelle un salaud, c'est quelqu'un qui a le droit. Il a d'abord le droit de vivre, plus tous les autres. Mais c'est, même pour Sartre, l'essence du salaud. Ce que je voudrais faire pour finir, je voudrais souligner un point qui me semble décisif. C'est que cette conscience non intentionnelle, cette mauvaise conscience, émerge de ce que je serais tenté d'appeler une époquée. Une époquée de la conscience, une époquée qui a pour objet la conscience, mais la conscience égoïque,
une mise entre parenthèses ou suspension de cette conscience qui persévère dans son être et dont la description, par Descartes et Husserl, relève en gros, ici je simplifie, relève en gros de l'attitude naturelle. Il y aurait des distinctions à faire, mais en gros, c'est cela. Et donc ici, pour Lévinas, il faut mettre entre parenthèses cette conscience. Il faut donc radicaliser l'époque husserlienne vis-à-vis du cogito psychologique en dévoilant la conscience non intentionnelle. Pourquoi je me permets de parler d'époquée? Je signale d'abord que, bien évidemment, il ne s'agit pas tout à fait d'une époquée, puisqu'il s'agit d'une époquée passive. Or, l'époquée, la mise entre parenthèses, chez Husserl comme chez Sartre, est un acte du sujet méditant. Il s'agit d'une époquée passive, qui n'est donc pas un acte de la conscience, mais, comme vous le savez, qui s'impose à elle à partir du visage d'autrui. Et ici, je voudrais citer juste quelques lignes qui me semblent tout à fait intéressantes de ce texte de la conscience intentionnelle. Lévinas écrit ceci, et qui me semble-t-il, justifie le recours au terme d'époquée. Dans ce texte, il écrit « Derrière l'affirmation de l'être persistant analytiquement ou animalement dans son être, la merveille du moi revendiqué par Dieu dans le visage du prochain, la merveille du moi débarrassé de soi et craignant Dieu, est ainsi comme, je souligne, la suspension de l'éternel et irréversible retour de l'identique à lui-même et de l'intangibilité de son privilège logique et ontologique. » Je poursuis la citation. « Suspension de sa priorité idéale, négatrice de toute altérité, excluant le tiers, suspension de la guerre et de la politique qui se font passer pour la relation du même à l'autre. » Alors, dans cette citation, il y a une double référence évidente à Husserl et à la phénoménologie husserlienne. D'une part, je l'ai souligné, la référence à l'époquée, ou mise entre parenthèses du monde, mais d'autre part, il y a une deuxième référence qui me semble tout à fait intéressante, c'est la référence à la célèbre formule des IDN 3, selon laquelle la merveille de toutes les merveilles, das Wunder aller Wunder, est le moi pur. Car, dit Husserl, toujours dans les IDN 3, le flux du vécu abrite, selon une possibilité idéale, le cogito avec le moi, le cogitatum. Et il abrite toutes les sources de constitution possibles du monde et des âmes. Telle est la merveille de toutes les merveilles. Mais on voit bien ici le déplacement. Pour Lévinas, la merveille n'est sans doute pas le moi pur, mais c'est le moi qui se reconnaît haïssable. C'est le moi du cogito, mais c'est le moi du cogito interrompu dans sa persévérance ontologique par la crainte pour autrui et non pas pour moi. Crainte qui est alors, expression merveilleuse, trouble éthique de l'être. Je crois qu'ici, c'est une magnifique formule pour faire écho à l'époque husserlienne. Trouble éthique de l'être. C'est enfin le moi qui, interpellé, accède à une pensée non intentionnelle de l'insaisissable, et qui est la pensée d'une conscience non intentionnelle ou mauvaise conscience. Je voudrais très brièvement conclure par une ou deux remarques. D'abord, répondons à notre question. Est-ce qu'on peut parler d'un cogito lévinassien? Alors, pour plaisanter, je me suis souvenu de la formule de Sacha Guitry, à qui on reprochait sa misogynie, et qui répondait, quand on lui demandait mais qu'est-ce qu'il avait contre les femmes, il disait qu'il n'était pas contre les femmes, mais tout contre. Et j'aurais envie de dire, de manière un peu analogue, plus sérieusement, je serais tenté de dire que chez Lévinas, le cogito prend la tournure d'un contre-cogito, qui exige la suspension du cogito lui-même, c'est-à-dire de la conscience intentionnelle, dont l'unité égoïque, nous l'avons dit, a raison, triomphe de l'altérité. Et cette suspension est elle-même ce qu'on pourrait appeler une contre-époquée, ou contre-réduction phénoménologique, car elle n'est pas l'acte d'un ego méditant dans l'attitude réflexive, comme c'est le cas chez Husserl, mais la mise en question du même par l'autre. Et on n'est pas étonné de retrouver ça sous une forme pas différente, dans Autrement qu'être ou de l'adolescence, où Lévinas écrit, ou il décrit exactement la réduction, qui trouve sa source dans l'interruption éthique de l'essence, comme une remontée en deçà de l'être, en deçà du dit, alors que la phénoménologie husserlienne est vouée à la thématisation du dit. Et donc, il me semble qu'on peut à bon droit situer la pensée de Lévinas dans le prolongement de la phénoménologie husserlienne, dont sans aucun doute, elle remanie profondément le cogito,
mais tout en restant fidèle, pour une bonne part, à son inspiration cartésienne. Et de manière un peu polémique, j'aurais envie de dire que plutôt que de reprocher à Lévinas d'échanger le cogito contre la révélation et la phénoménologie contre la théologie, je fais allusion bien sûr à ce texte polémique de Dominique Janicot sur le tournant théologique. Mais plutôt que de reprocher donc à Lévinas ce tournant théologique, il me semble qu'on peut faire une lecture de Lévinas, plus proprement phénoménologique, et de lire donc son œuvre en phénoménologue comme l'œuvre d'un phénoménologue. Et de ce point de vue, je l'ai fait, je ne vais pas revenir ni le répéter, il me semble très intéressant de souligner la proximité du cogito sartrien, entendu comme présence à soi, comme conscience non intentionnelle, comme contingence, comme conscience donc impersonnelle, et le cogito Lévinas. Merci. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Philippe pour cette très belle mise en perspective de la pensée de Lévinas sur le cogito. Il nous reste une dizaine de minutes pour quelques questions. Est-ce que... Donc voilà, la parole est à vous. Qui veut poser une première question? Donc, madame. Il y a On va vous donner un micro. qui va arriver. Merci. Bon, c'était fascinant. Je voulais vous demander, vous avez parlé de la conscience préréflexive de Sartre et vous l'avez définie comme on s'appuyait tout le temps sur le côté des facticités. Je voulais vous demander si, chez Sartre, est-ce qu'elle est définie aussi par rapport à l'intuition en tant que pré-réflexive, dans la mesure où il s'agit d'une d'une situation de pré-intuition. C'est-à-dire, parce que si j'ai bien compris dans votre discours, il s'agit en fait d'un sentiment de soi qui est complet. Je me sens moi-même, et est-ce qu'elle est liée aussi par rapport à Husserl à une certaine pré-réflexivité qui est complètement pré-intuitive? Et si elle est vraiment pré-intuitive, au niveau de la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si je me sens moi-même en tant qu'être factice qui existe vraiment et bon, pleinement, etc., avant d'arriver à l'objectivité, etc., est-ce que ce sentiment-là, cette facticité-là plutôt, pas de sentiment, est-ce que cette facticité-là est pré-intuitive? Et s'il n'est pas pré-intuitive, qu'est-ce qu'elle est? Merci pour votre question. D'abord, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faudrait préciser que pré-réflexif chez Sartre a peut-être deux sens différents, deux sens distincts, chez Sartre lui-même. C'est que dans la transcendance de l'ego, quand il oppose conscience pré-réflexive et conscience réflexive, la conscience pré-réflexive est une conscience dirigée sur le monde. Et en ce sens-là, c'est une conscience intentionnelle. Et donc ici, on n'est pas dans le cas de figure envisagé par Lévinas d'une conscience non intentionnelle. Sauf que ce qui intéresse Sartre dans cette conscience pré-réflexive, c'est ce qu'il appelle la dimension du pour soi, c'est-à-dire la dimension de la présence à soi, qui est rapport immédiat à soi. Rapport immédiat, alors je ne dirais pas intuitif, c'est parce que l'intuition me semble trop liée au vocabulaire de l'intentionnalité objectivante, c'est ça qui me gêne. Alors, il faudrait pas dire intuitif, hein, il faudrait utiliser un autre terme, il faudrait dire simplement, c'est pourquoi présence à soi. C'est-à-dire que c'est la conscience, c'est au début de l'être alignant, il distingue entre la conscience de soi, alors comme génitif objectif, et le soi devient objet. Hein, et alors cette conscience de soi, en réalité, c'est la conscience réflexive. Et puis, vous avez la conscience entre parenthèses, de soi, mais Sartre s'attache, même si ça peut paraître une coquetterie, il s'attache à mettre ce deux entre parenthèses pour bien signaler que justement, il ne s'agit pas d'un rapport intentionnel, hein, il ne s'agit pas d'un acte, une visée intentionnelle, mais d'un rapport immédiat à soi. Et il me semble que justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce que décrit Lévinas, ou ce que cherche à décrire Lévinas dans ce petit texte, que j'ai comme ça mis un peu en valeur, c'est précisément cette conscience intentionnelle, cette présence à soi, avec... qui est aussi une mauvaise conscience étant un terme, me semble-t-il, qui ne doit pas empêcher le rapprochement. Parce que, bon, ce ne serait pas un terme, ça ne parlait pas de mauvaise conscience, mais en réalité, le sentiment d'être superflu, le sentiment de sa contingence, alors il y a différentes formulations, mais c'est bien ça, hein, c'est le fait de ne pas avoir le droit d'exister. Hein, c'est le fait de ne pas être justifié. Hein, c'est la thématique de la contingence. Hein, pardon ? Alors, vous voulez dire, elle relève
Je dirais que là, il y a une nécessité de fait, c'est un fait. Hein. Il y a le fait de la présence à soi, hein, c'est la facticité. Alors, c'est un point qui apparaît beaucoup mieux, et ça, Jocelyn Benoît l'a souligné dans son article, qui apparaît beaucoup mieux dans De l'existence à l'existant. Cette facticité de la conscience non intentionnelle, avec justement cette étrange relecture du cogito cartésien. Vous vous souvenez peut-être dans le texte, Lévinas s'exclame en disant « Ah, mais chose pensante, il faut bien comprendre ce chose pensante. C'est pas du tout le substantialisme comme on l'entend habituellement, mais c'est l'inscription de la conscience dans un ici. » Et c'est ça la facticité. C'est la même chose, vous retrouvez exactement la même description dans les Trémiens. Je n'ai pas développé tellement ce point, mais c'est pour rapprocher toujours... ce qui me semble intéressant, c'est plutôt que de toujours reposer et de faire de la phénoménologie une sorte d'histoire éclatée, ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de retrouver grossièrement parlant, des intuitions communes, ou du moins des descriptions communes. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a entre Sartre et Lévinas une très grande proximité, même si elle n'apparaît pas toujours. Encore une question, oui, monsieur. Oui, dans votre rapport, de votre présentation plus exactement, de Sartre, il y a un point que vous avez peut-être négligé, c'est que en deçà donc de l'ego, dans la transcendance de l'ego, il y a la conscience de l'existence, la conscience existentielle, pré-réflexive de soi, entre parenthèses, mais que ce rapport à soi n'est soutenu, n'est possible d'une certaine façon chez Sartre que par un rapport non pas à la chose phénoménale, mais à l'être de la chose phénoménale. Et l'être de la chose phénoménale, c'est comme une sorte de modèle chez Sartre, un modèle externe de la mort. L'être de la chose phénoménale, c'est l'être compact qui coïncide avec soi, qui n'a aucune faille, qui n'a aucune distance à soi, etc. Tandis que l'existence, à ce moment-là, par rapport à ce modèle externe de la mort, se définit précisément comme avant tout un néant d'être. C'est-à-dire que le néant, comme vous dites, n'habite pas le soi comme ça, d'une façon, je ne sais pas, fantomale. C'est avant tout un rapport qui fait que l'existence s'arrache à la mort et s'affirme, j'en discutais avec Comtal l'autre jour, comme la vie elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, une équivalence, un principe d'équivalence chez Sartre entre le rapport à soi, l'existence ou la vie, par rapport à un arrachement dès l'être néant, à la mort, et après ce qu'il appellera pratico-inerte. Or, vous avez chez Lévinas, dans un colloque qui a lieu, un colloque, je ne m'en souviens plus quelle date exactement, c'est un colloque sur la phénoménologie, et c'est un rapport qu'il a, Lévinas, avec Philippe Nemo sur le texte biblique qui s'appelle le livre de Job. Et là, il dit quelque chose qui est tout à fait très curieux. Très généralement, les commentateurs de Lévinas sautent sur cette chose-là, où il dit presque exactement la même chose. Lévinas, il dit que pire que Heidegger, il a une pensée pire que Heidegger sur la mort, parce qu'il dit que l'important, c'est le cadavre, c'est-à-dire l'homme cadavérisé, le cadavre de l'homme, la mort de l'homme, c'est le cadavre. Et il dit même un cadavre puant. Lisez le texte, et il dit, eh bien, à partir de là, c'est simplement à partir de là qu'il y a, dit-il, une différence, un petit peu comme chez Sartre, il y a une différence entre la vie et la mort.
c'est tous des penseurs de la différence. Et il dit, il y a une différence entre cette mort, ce cadavre, et la vie. Et il appelle ça, il n'y a de vie, dit-il, que à partir du cadavre, que par la levée du sens. Il ne parle pas de relève, pas tout à fait, mais c'est presque pareil. C'est la levée, une levée du sens, c'est-à-dire il y a toujours l'idée d'une présence à soi, d'une différence ou d'un sens. Voilà, on va laisser peut-être Oui, pour répondre tout à fait. répondre. Il y a un élément où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est l'idée que... Alors, Sartre n'utilise pas le mot mort quand il parle au début de l'être et le néant, mais on peut l'utiliser parce que, au fond, le surgissement de la conscience, c'est ce qu'il appelle une dégradation d'être, c'est une néantisation. Et qu'est-ce que c'est que la mort, sinon la coïncidence à soi, c'est la chose. Et en ce sens-là, je suis d'accord avec vous, on pourrait très bien penser la naissance, le surgissement de la conscience comme un surgissement à partir de la mort, si vous voulez, même si... je ne sais pas si Sartre reprendrait ce terme, mais je vous comprends bien. C'est, effectivement, il y a cette idée que la coïncidence à soi de la chose est le point de départ incompréhensible d'ailleurs, ce qu'il appelle l'acte ontologique. Et là, il laisse le soin à la métaphysique d'éclaircir cet acte ontologique qui est absolument incompréhensible. Acte ontologique qui doit rendre compte de ce surgissement d'un sujet, d'une existence, d'une conscience, c'est-à-dire d'une néantisation, et c'est ça la présence à soi. Puisque la présence à soi, c'est précisément cet écart, cette première néantisation qui va pouvoir s'approfondir sous la forme de la temporalisation, sous la forme de la réflexion, etc. Oui, tout à fait. Non, c'est une remarque très brève. Vous avez remarqué à juste titre qu'il n'y a pas de développement considérable sur le cogito chez Lévinas. En même temps, vous avez très bien montré sur ce texte-là qu'on peut l'interpréter. Je me demandais si c'était pas... parce qu'en général, ce thème est abordé plutôt par Lévinas dans la critique de l'unité de la perception transcendantale, oui, tout à fait, et que ça joue un peu le rôle d'anticogito, peut-être dans des termes différents de peut-être un peu différents. C'est-à-dire que dans le texte Et, évoqué, effectivement, vous avez entièrement raison. Je l'ai passé sous silence parce que je ne voulais pas... Mais effectivement, il vise aussi la fameuse déclaration de Hegel à propos de l'unité de la perception et la fameuse déclaration de Hegel à propos donc, du cogito kantien. Je voulais dire une deuxième chose. Vous avez parlé du caractère anonyme et impersonnel de cette conscience non intentionnelle. Je me demande si là, il n'y a pas un risque d'homonymie entre deux formes d'impersonnalité, parce que cette conscience non intentionnelle, elle est quand même source d'une responsabilité et d'une unité de la responsabilité. Je suis entièrement d'accord avec vous, oui. Il faudrait, en fait, c'est un mot un peu facile quand on parle en disant impersonnalité, anonymat, tout ça, parce qu'il y a quand même un sujet, en tout cas, il y a le point de départ de la naissance d'un sujet. Et donc, on ne peut pas non plus faire de ce sujet, enfin de ce pré-sujet plutôt, un être totalement anonyme. Donc, nous sommes d'accord, on est deux, donc c'est déjà bien.